En ouverture aujourd'hui du procès Carlos, il est accusé de l'attentat du drugstore de Saint-Germain. Pour rappel, ce révolutionnaire vénézuélien avait lancé une grenade dans un magasin parisien, un attentat qui avait fait 2 morts et 34 blessés. C'était le 15 septembre 1974, un procès qui s'ouvre 42 ans après les faits. Et c'est l'heure de notre grand angle. Un grand angle que nous consacrerons à l'éducation. Je vous l'ai dit, première escale, la Syrie. Vous allez découvrir une école pour sourds et muets à Damas. Le but de cet établissement, permettre à ceux qui ont un handicap de rencontrer et de raconter leur histoire. Comment ont-ils vécu la guerre? Une marginalisation, une exclusion qui rend leur quotidien extrêmement difficile. Souffrance psychologique due à la guerre, certes, mais également impossibilité de se faire comprendre, de passer des checkpoints et un accès à l'emploi qui est quasiment impossible. Regardez. Au centre Emmaa de Damas, ces jeunes sourds et muets apprennent des signes pour parler de la guerre. Riyad Homos participe à l'élaboration de ce nouveau vocabulaire. Sa famille a été tuée par des tireurs embusqués, mais ce n'est qu'en voyant ses proches tomber autour de lui qu'il a compris qu'on leur tirait dessus. En Syrie, à cause de la guerre, nous avons inventé de nouveaux signes, comme groupe État islamique ou encore bombardement. Un signe pour le drapeau de l'opposition et un signe pour terroriste. Officiellement, il y a plus de 20 000 sourds et muets en Syrie, mais selon l'Emmaa, ils seraient 5 fois plus nombreux. Ils subissent la guerre sans entendre ces bruits et sans pouvoir se faire comprendre. Bicher utilise une tablette pour pouvoir communiquer quand elle n'a pas d'interprète. En juillet 2012, des rebelles s'emparent de son quartier sans qu'elle ne comprenne ce qui se passe. Je dormais sans mon appareil auditif. Mais comme on dormait tous dans le couloir, le mouvement des gens autour de moi, le sol qui bougeait, m'ont réveillé. Personne ne m'expliquait ce qu'il se passait. Tout le monde était pressé. Si on voulait que je fasse quelque chose, on tirait sur mes vêtements. Avec la guerre, l'exclusion n'est plus le seul handicap des sourds et muets. Les problèmes de communication dans les nombreux checkpoints dans la ville et le chômage rendent la vie encore plus difficile. Pour les sourds, à l'origine, il y avait déjà un problème d'égalité, de l'accès à l'emploi. Aujourd'hui, on ne parle plus d'égalité des chances, parce qu'il n'y a plus d'opportunités du tout. Avec ce nouveau vocabulaire, les sourds et muets en Syrie peuvent enfin s'exprimer face aux ravages de la guerre, qui dure depuis maintenant 6 ans. Et puis en Irak, les enfants, eux aussi, étaient particulièrement touchés par la guerre contre l'État islamique sous le joug des djihadistes. Depuis que leur ville a été prise, les enfants n'avaient plus vu une seule école. Alors les enfants sont partis pour s'inscrire, Andrea Benisti, pour la rentrée scolaire. Exactement Valérie, ils étaient des dizaines en file indienne avec leur dossier jaune entre les mains pour venir s'inscrire. Ils l'ont fait bien sûr dans un décor particulier puisque ils s'inscrivent dans une école de déplacés à Mossoul. Donc c'est un centre improvisé qui est gardé par les autorités irakiennes. Donc dans la cour, on peut encore apercevoir les impacts de balles sur les murs, des impacts créés suite au combat avec l'État islamique. Ces enfants ont été privés d'école pendant presque 2 ans et demi à cause des conflits, c'est-à-dire pendant toute la durée où l'État islamique occupait la ville. Donc les parents de ces enfants ont refusé de les mettre dans des écoles qui étaient entre guillemets des écoles du califat de l'État islamique afin de leur éviter leur progéniture, une culture de violence, même si le traumatisme est effectivement bien réel. Regardez. Les déplacés qui vivaient ici dessinaient des mitrailleuses et des pistolets. Cela est dû à ce qui leur est arrivé durant la guerre. Certains d'entre eux dessinaient des maisons ou des camps. Donc ils ont été influencés par les camps de réfugiés et ils aspirent toujours à rentrer chez eux. Et ce centre de déplacés, c'est finalement la seule occasion de retourner à un semblant de vie normale pour ces enfants. Combien d'entre eux, Andrea Benisti, vont faire cette rentrée scolaire? Alors, environ 220 élèves sont déjà inscrits dans ce fameux centre. L'école souhaite accueillir environ 400 à 450 élèves. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que pour ces écoliers, c'était urgent. Donc en Irak, personne ne rechigne à aller à l'école à l'approche de la rentrée.
Un des membres de l'UNICEF qui participe à la prise en charge de cette population souhaite que cette école soit une sorte de refuge pour ces élèves, même si cette école n'est pas très bien équipée et possède peu de moyens financiers. Elle veut que ce soit un vrai refuge pour ces enfants. Je vous propose de l'écouter. Ces enfants ont assez souffert, ils devraient retourner à l'école. L'école devient le lieu où les enfants se remettent du traumatisme qu'ils ont vécu. Alors au programme des matières qu'on connaît bien, Valérie, l'histoire, les mathématiques, mais aussi du sport, avec des jeux en équipe comme le volleyball ou le football. C'est en quelque sorte une façon de restituer à ces enfants ce fragment d'insouciance et d'enfance qu'on leur a volé par la guerre. Donc l'UNICEF ajoute que près de 30 écoles ont rouvert le mois dernier et ça fait plus de 16 000 enfants qui se sont inscrits. Allez, alphabet et mathématiques, comme tous les enfants du monde. Nouveau départ également pour une trentaine d'étudiants syriens qui trouvent refuge au Mexique. C'est dans ce pays que ces jeunes Syriens pourront poursuivre leurs études interrompues par la guerre. Objectif décroché, un diplôme de l'enseignement supérieur, un projet rendu possible grâce à une association. Regardez. Des fleurs dans les mains et des pancartes annoncent leur bienvenue. Ces Mexicains rassemblés à l'aéroport international de la capitale scrutent attentivement la liste des vols. Ils sont venus accueillir les 30 étudiants syriens qui participent au projet Abesha, un programme humanitaire chargé d'aider des jeunes Syriens à passer leur diplôme. Nous avons une initiative humanitaire politiquement neutre à but non lucratif qui vise à amener 30 étudiants syriens au Mexique pour terminer leurs études étant donné la guerre dans ce pays au cours des 6 dernières années. Le programme, entièrement financé par des dons, se déroule en plusieurs étapes. Les étudiants syriens sont d'abord conduits dans la ville d'Aguascalientes pour apprendre l'espagnol. Après la maîtrise de la langue, les étudiants pourront choisir un établissement privé ou public parmi ceux qui participent au projet. L'objectif, obtenir une licence ou un master. Le projet Abesha promet également des bourses aux étudiants pour assurer leur apprentissage. Vous êtes tous ici pour nous et vraiment les projets de Abesha montrent vraiment que rien n'est impossible et marquent la fin de l'obscurité pour donner naissance à beaucoup d'espoir alors que ça semblait impossible. Je suis vraiment contente d'être ici et merci à tous les médias pour vous soucier de nous tous et merci beaucoup tous. Ce projet a déjà permis à 9 Syriens de s'installer pour poursuivre leurs études au Mexique. Les coordinateurs du projet Abesha espèrent qu'un jour ces étudiants puissent rentrer en Syrie pour participer à la reconstruction du pays. Ils étaient avocats au Soudan, vétérinaires au Pakistan, footballeurs en Iran, sélectionnés parmi 200 candidats. Et bien 80 réfugiés de la jungle de Calais ont rejoint l'université de Lille pour suivre des cours de français intensifs. Julie Ebeau et espérer ainsi trouver un travail. Oui Valérie, ça fait donc depuis 3 mois que ces jeunes réfugiés motivés ont repris le chemin de la fac. Tous débutants, ils apprennent de manière intensive le français à raison de 15 heures de cours par semaine. Alors au programme dictée, compréhension orale, lecture, exercice de prononciation. L'objectif, c'est de les amener le plus loin possible dans l'apprentissage du français pour qu'ils puissent reprendre leurs études, valider un diplôme et donc dans l'espoir d'exercer de nouveau un métier. Déjà diplômés dans leur pays d'origine, ils sont prêts à tout reprendre de zéro. Regardez. Je voudrais être ingénieur ici en France. C'est pas facile. Je dois travailler beaucoup et je dois étudier bien. Alors tout comme cet étudiant soudanais, ils ont tous été recrutés, sélectionnés dans la jungle de Calais qui a été démantelée à l'automne dernier. Un recrutement sur dossier par l'université de Lille avec l'aide d'associations. Plusieurs critères ont été pris en compte. Être titulaire au moins d'un bac dans leur pays d'origine, nourrir un projet professionnel correspondant aux formations proposées par l'université et bien entendu leur volonté d'intégration sur le territoire français. Donc les candidats qui remplissent ces 3 principaux critères peuvent donc bénéficier de cet apprentissage intensif de la langue française et puis poursuivre un cursus universitaire classique dans la matière de leur choix. Écoutez. Certains ont fait des études déjà très longues dans leur pays, d'autres un petit peu moins. Donc certains sont moins scolaires que d'autres. Mais c'est un groupe qui en veut, on va dire, qui veut vraiment progresser. Alors c'est vraiment formidable, Julie. Et d'ailleurs, outre l'apprentissage du français, il y a tout un processus d'intégration qui est mis en place. Oui Valérie, ils n'apprennent pas uniquement les règles de grammaire. Ils découvrent aussi le fonctionnement du système universitaire. Ils prennent part à la vie du campus en participant à des événements. Un processus d'intégration
d'insertion qui est facilitée par des étudiants bénévoles qui leur rendent visite, qui discutent avec eux et qui les accompagnent au musée ou bien pour faire du shopping. De vraies amitiés qui se créent, mais surtout un réel progrès constaté. Écoutez. Il y en a qui parlaient pas du tout, c'était à peine bonjour et maintenant on peut avoir des conversations vraiment pas poussées, mais on peut parler normalement autour d'un verre en français. Des étudiants donc qui construisent actuellement avec un conseiller d'orientation un projet professionnel en cohérence avec leur parcours. Ceux dont le français ne serait pas suffisant pour rejoindre une formation universitaire l'an prochain, eh bien, devront redoubler comme n'importe quel autre étudiant. Et vous allez voir qu'il n'y a pas d'âge pour aller à l'école direction l'Inde. Elles ont entre 60 et 90 ans et elles ont décidé d'apprendre l'alphabet. Fini la marginalisation. Cette école pour mamie a été créée par une association afin de donner une deuxième vie à celles qui n'ont pas eu la chance lorsqu'elles étaient petites filles de rejoindre les bancs de l'école. Leur programme, 2 heures de classe par jour et des devoirs sous le contrôle des petits-enfants. Regardez. 60 ans pour la plus jeune, 90 pour la plus âgée. Dans la campagne indienne, une école unique en son genre apprend à ces femmes à lire et à écrire. Je ne suis jamais allée à l'école quand j'étais petite. C'est génial de pouvoir maintenant étudier avec mes amis. Enfants, ces femmes ont dû rester à la maison ou travailler pendant que leurs frères allaient à l'école. Aujourd'hui, elles passent 2 heures par jour dans cette école pour mamie, comme on la surnomme ici. Avant, quand on allait à la banque, ils prenaient nos empreintes digitales. C'était gênant, on se sentait discriminé. Maintenant, je suis heureuse et fière de pouvoir signer de mon nom. L'initiative existe depuis 1 an. Située à 120 km de Bombay, l'école est financée par un organisme de bienfaisance locale. Objectif, changer les mentalités et inspirer d'autres villages. Même le choix des uniformes est symbolique. La plupart de ces grand-mères sont veuves et elles doivent porter du blanc pendant le deuil. On a voulu briser ce tabou, ainsi que d'autres traditions plus anciennes, pour que chaque personne se sente égale, se sente membre de la communauté, sans discrimination envers les pauvres. C'est pour ça qu'on a choisi le rose. Sortie d'école à la fin de la journée, pour les 29 élèves, il est temps de rentrer à la maison faire leurs devoirs, parfois avec l'aide des petits-enfants. Voilà une jolie initiative. Merci Julie, merci Andrea. Je vous propose maintenant de nous rendre en Égypte, à 200 km du Caire, là-bas une ville conservatrice connue pour ses crimes d'honneur ou bien les vendettas. Mais ce qui nous amène nous là-bas, c'est cette école de danse classique pour fillettes. Certains parents n'hésitent pas à faire des heures de route pour permettre à leur enfant de s'épanouir avec des pas de danse, un moyen peut-être de devenir un jour petit rat de l'opéra. Regardez. Ces fillettes enfilent tutus et chaussons pour leur cours de danse classique au centre Al-Wanat, à Minya, ville conservatrice à 240 km au sud du Caire. Ce sont les seuls cours de danse de la région et le succès est tel que certains parents n'hésitent pas à faire 1 heure de route pour s'y rendre. C'est le cas des parents d'Elena, 4 ans et demi. Nous voulions qu'Ellie prenne des cours de ballet car elle a du potentiel. Nous l'avions remarqué dans ses mouvements lorsqu'elle écoutait de la musique à la télévision à la maison. Nous avons donc sauté sur l'occasion lorsque la région Haute-Égypte a introduit une telle activité. La scène est assez inhabituelle dans la région. La province de Minya fait fréquemment la une des journaux pour des crimes d'honneur, des vendettas entre familles rivales ou encore des violences confessionnelles visant la communauté chrétienne. Les débuts de cette école, fondée en 2014, ont donc été difficiles. Au début, tout le monde était contre ces cours de danse. Mais petit à petit, nous en avons discuté avec les gens et maintenant, ils voient Elena, ils ont Internet et ils voient ce qu'il se passe dans le centre. Ils ont donc été convaincus. Aujourd'hui, le centre accueille environ 160 élèves, y compris des garçons. Le premier danseur de l'opéra du Caire, Mamdou Hassan, fait même le déplacement pour partager sa passion les vendredis et samedis. Pour le fondateur du centre, les arts peuvent permettre de lutter contre l'extrémisme. La société est assez insulaire à Minya. On dit qu'il y a beaucoup d'extrémisme ici, donc nous essayons d'ouvrir l'esprit des enfants sur la vie, à ce qu'ils aiment, toutes les sortes d'arts, ceux qui participent à la formation de la personnalité d'une personne. Cela lui fait aimer encore plus la vie et lui ouvre de nouveaux horizons.
Le centre offre déjà des cours de zumba, de musique, ainsi que des ateliers théâtre et cinéma, mais espère aujourd'hui une aide gouvernementale pour élargir son offre.